Rebonjour, je suis toujours Jean-Michel Fauconnier et aujourd'hui nous attaquons le module numéro 4 de la formation qui est l'accompagnement. Donc on va traiter ce module qui est très spécifique au GPA puisque nous sommes quasiment, je dirais, les seuls à faire de l'accompagnement d'entreprises en difficulté. Donc nous allons passer en revue un certain nombre d'items les uns à la suite des autres, et on va descendre dans le détail de ce qu'on peut être amené à apporter à des entreprises. Alors le premier point, c'est effectivement le plan d'accompagnement en revenu. Souvent, la baisse du revenu est quelque chose qui est constant dans les entreprises qui se déclarent en difficulté. Alors, il n'y a pas de miracle, je dirais, à faire remonter du revenu ou à trouver du revenu comme ça rapidement. Par contre, on peut quand même conseiller, je dirais, nos dirigeants sur quelques pistes qu'il serait bon, je dirais, d'investiguer. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'effectivement, quand on est dans ces difficultés, on n'a pas forcément, je dirais, la vue, le recul nécessaire pour réaliser ces analyses et mettre en œuvre ces solutions. Alors, il y a des stratégies commerciales multiples qui pourraient intéresser. Donc, on va pouvoir éventuellement, je dirais, les diriger vers ces stratégies-là. Alors, il y a un site qui est assez bien fait et qui détermine, je dirais, la possibilité de diversifier ces canaux de vente. Alors en ce moment, bien entendu, un certain nombre de commerçants constatent que l'activité d'e-commerce est une activité qui est devenue incontournable. Les canaux courts sont des choses qui effectivement se développent. La vente directe, qui est un complément, bien entendu, à la vente à des grossistes, si effectivement on est dans du business grossiste. Et puis, on peut aussi, je dirais, basculer sur du canal plus long, c'est-à-dire qu'on ait effectivement qu'on ait la possibilité d'aller vendre à des grossistes si on est des détaillants. Donc, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on avait tout à l'heure, où effectivement, on était dans un business de grossiste et de business de détaillant et on allait vers un business de grossiste. Donc, voilà en gros ce qu'on peut faire. Alors, il y a effectivement un certain nombre de bonnes idées dans ce document. La distribution monocanal, la distribution multicanal, donc être capable effectivement de multiplier les points de vente avec le client. La distribution cross-canal, c'est complémentarité entre plusieurs canaux. L'omnicanal, c'est l'expérience globale du client avec le digital, bien entendu. Et puis, la vente à distance avec un point de contact en magasin, c'est ce qu'on appelle le drive ou le click and collect qui a été extrêmement popularisé. La réservation de produits, la réservation de services si on voit les services, le retrait en magasin, le drive, la vente à emporter, et puis la possibilité également, quand on a épuisé, je dirais, un certain nombre de solutions, de s'installer sur une marketplace. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup d'opérateurs qui ouvrent ces fonctionnalités à des commerçants indépendants. Bon, c'est toujours pareil, ça a un prix, mais ça vous permet d'aller directement, je dirais, sur la place de marché de ces gens-là qui ont la plupart du temps une audience absolument immense, et c'est un moyen comme un autre d'aller faire connaître vos produits à travers ces marketplaces. Alors, on peut en citer quelques-uns, Amazon, Cdiscount et autres, et tout le monde s'y met. Alors, comment concevoir, je dirais, un paiement en ligne? Ben, ça, faut faire toujours très attention parce que c'est le point fondamental, je dirais, quand on veut se faire un canal de distribution digitale. Il faut choisir, je dirais, le bon mode. Et puis, bien entendu, regarder ce qu'était le monde d'avant et ce que maintenant, je dirais, sera éventuellement le monde de demain. Donc, restez à l'écoute de toutes ces technologies qui apportent, bien entendu, un complément à votre business. Donc, voilà en gros, je dirais, ce qu'on peut dire sur la partie, je dirais, baisse du revenu et compensation par des actions sur ce revenu-là.
Alors, l'autre point sur lequel on peut jouer, bien entendu, c'est on peut jouer sur les marges. Alors, la baisse des marges, elle est souvent liée à une augmentation et une dérive des coûts fixes. On ne s'aperçoit pas qu'on dépense trop d'argent en frais fixes et qu'effectivement notre marge diminue. Là, il faut aller très simplement à l'essence même de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire il faut couper les coûts. Et il faut faire cette analyse de manière complètement, je dirais, drastique, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'envie de tout bousculer, mais il ne faut pas non plus avoir de contraintes pour dire cette activité de coût fixe ne me rapporte rien ou pas grand-chose, je peux la couper, je peux l'arrêter. Donc il ne faut pas avoir d'arrière-pensée, je dirais, avec ce qu'on dépense. Il faut que chaque dépense ait une action bénéfique sur l'entreprise. Si elle n'a pas de valeur effectivement sur l'entreprise, il ne faut pas hésiter à la couper et d'abord à la diminuer et en plus éventuellement à la couper. Donc il faut faire ce type d'exercice, mais à froid, c'est-à-dire éventuellement avec l'aide d'une personne qui aura une vue extérieure et qui ne sera pas, je dirais, au cœur de l'entreprise et ne sera pas partie prenante. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors l'autre point important aussi qu'on constate, c'est qu'effectivement, des gens qui démarrent, surtout dans la partie, je dirais, démarrage des entreprises, on a une estimation trop optimiste. Les gens démarrent avec un business model. Alors bien entendu, quelquefois, ils sont un petit peu contraints pour obtenir des prêts, d'avoir des chiffres un petit peu plus au-dessus de ce qu'ils pourraient faire. Mais là, il ne faut pas avoir peur non plus d'aller très vite ajuster ces chiffres par rapport, je dirais, à votre prévisionnel et d'aller aligner les chiffres du réel sur ce prévisionnel pour réduire le montant des taxes et des cotisations. Donc, vous pouvez après rentrer, bien entendu, dans les systèmes de paiement de taxes et de paiement de cotisations sociales pour aller les ajuster en fonction, bien entendu, d'un réajustement de votre chiffre d'affaires. Sachez que ça touche beaucoup d'entreprises qui ont souvent, je dirais, cet optimisme chevillé au corps dans les premières années. Alors, on va traiter un second sujet qui va être de retourner sur la partie, je dirais, plan de redressement. Alors là, c'est un petit peu plus drastique, hein. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un plan de redressement judiciaire, donc c'est une solution, bien entendu, comme une autre. Alors, il ne faut absolument pas considérer, cette action, comme une punition ou quelque chose de définitif. Le redressement judiciaire est un acte de gestion et il ne faut pas le considérer comme l'échec de votre vie, surtout pas. Bien entendu, quand on va rentrer dans cette procédure, qui est une procédure collective, on va aller au tribunal de commerce. Il va falloir la préparer et préparer cette intervention. Il va falloir en fait avoir un certain nombre de documents prêts pour aller défendre son entreprise, pour qu'elle soit effectivement placée en redressement judiciaire et qu'on n'aille pas, je dirais, tout de suite vers une liquidation judiciaire qui serait la mort de l'entreprise. Alors, le point fondamental, c'est de préparer un prévisionnel qui permet, sur une durée de 10 ans, d'absorber toutes les dettes. Donc, il faut être très conscient que toutes les dettes doivent être prises en compte et ne pas les oublier, parce que si effectivement vous en oubliez une, mais qu'un créancier se présente, elle va être mise dans le plan et ça peut remettre en cause, je dirais, la capacité d'absorption de votre entreprise sur 10 ans. Donc, le choix va être fait des créances qui vont être prises dans ce plan. Elles vont être réparties sur 10 ans. Donc, dans beaucoup de cas, ça permet quand même, je dirais, de passer la mauvaise période parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire face à vos échéances, alors que là, vous allez avoir 10 ans pour absorber vos dettes. Alors, n'oubliez pas, bien entendu, qu'en plus de ces dettes, il faudra quand même continuer à payer, bien entendu, l'activité de tous les jours, parce que ces dettes se rajoutent simplement, je dirais, à vos charges journalières. Donc, il y a un document qu'on a créé, qui est un petit document de
je dirais pour vous aider, qui est la possibilité d'avoir effectivement cette procédure dans un premier temps, je dirais, qui vous permet de remplir ce formulaire qui va vous permettre d'accéder après au tribunal de commerce. Alors, on va vous aider à remplir, je dirais, ce document sur un des fichiers que je vous montrerai tout à l'heure. Mais bon, ce n'est pas compliqué, il faut simplement, je dirais, avoir un certain nombre d'informations prêtes. Il faudra également avoir, si possible, si vous avez payé le comptable, bien entendu, et que le comptable a fait le travail, vos bilans des 2 années passées, c'est-à-dire l'année précédente et l'année en cours, ou l'année dernière, si vous êtes au début de l'année actuellement. Donc, toutes ces phases, je dirais, vont vous permettre de vous préparer à déposer au greffe du tribunal ce dossier avec les pièces jointes. Alors, une fois, je dirais, le plan jugé et acté, le rôle du conseiller va être effectivement de ne pas trop insister sur les opérations qui vont être prises en compte par un mandataire judiciaire. Et ce mandataire judiciaire va traiter en tutelle, je dirais, le dirigeant d'entreprise. Donc, le rôle du conseiller GPA s'arrête là, généralement. Il n'y a plus à travailler derrière une fois que le plan est prononcé. Donc, on va juste retrouver un plan de dépôt, je dirais, d'un redressement judiciaire pour vous montrer, je dirais, grossièrement qu'est-ce qu'on rentre dans ce document. Alors, on va le trouver ici. Ok, j'espère qu'on va le trouver rapidement. Alors, on a un exemple ici qui apparaît, qui est effectivement rempli. Donc, on ne va pas descendre en détail, je dirais, ce document. Sachez simplement qu'ils existent et que vous pourrez aider, bien entendu, votre dirigeant dans ce remplissage qui est absolument, je dirais, pas complexe du tout parce que, vous voyez, ça tient en 2 pages. Il suffit, bien entendu, par contre, de rassembler tous les éléments importants et de définir rapidement pourquoi vous voulez vous mettre en redressement judiciaire et surtout comment vous allez pouvoir assurer au tribunal de commerce que vos 120 mensualités vont être absorbables par rapport, je dirais, à votre plan de business normal, en plus, bien entendu, de vos charges régulières. Donc, c'est tout ça, je dirais, c'est tout simple et vous allez pouvoir, bien entendu, aider ce dirigeant. Voilà, je n'insiste pas trop, sachez que l'exemple existe. Alors, on a fait, je dirais, le plan d'accompagnement revenu. On va retourner, donc on a fait le plan de redressement. On va passer maintenant sur l'aide éventuelle qu'on pourrait appeler sur les effectifs. Alors, le plan d'effectifs est assez délicat parce qu'il va toucher quelque chose d'assez sensible qui est effectivement la majorité des cas, dans un ajustement de vos effectifs, il est vraisemblable que vous n'allez pas augmenter vos effectifs, mais que vous allez plutôt les réduire. Et là, ça va se traduire par des licenciements. Alors, cette partie est extrêmement, je dirais, difficile à réaliser. Il faut absolument que vous soyez je dirais, à l'écoute du dirigeant, mais que vous lui conseillez quels sont, je dirais, les gens impératifs à consulter, parce que vous vous substituerez pas aux dirigeants pour faire des licenciements et des choses comme ça. Ce n'est pas du tout, je dirais, le rôle du GPA. On n'est pas suffisamment, je dirais,
bordés pour faire ce type d'activité. Donc, il y a des gens qui savent faire, il y a des avocats qui sont spécialisés dans le droit des entreprises et surtout dans cette partie, je dirais, très spécifique de l'ajustement des effectifs. Donc, n'hésitez pas, je dirais, à l'envoyer à la directe parce que la directe est la personne absolument, je dirais, en charge pour permettre d'évaluer les licenciements dans le cas, bien entendu, d'un licenciement économique. Donc, vous avez ici toute une procédure qui est à suivre. Donc, il faudra impérativement respecter cette procédure, éventuellement contacter la directe pour les prévenir de l'arrivée de cette procédure. Et puis derrière, vous bordez vraisemblablement avec un avocat pour que tout soit préparé et que vous n'ayez pas le moindre problème, parce que derrière, si vous n'avez pas respecté la procédure, vous allez vous retrouver très rapidement au prud'homme. Et la chance de gagner, je dirais, est aussi, je dirais, faible qu'elle peut être forte suivant le niveau, je dirais, du dossier que vous avez eu à préparer ce licenciement. Donc, soyez très précautionneux dans cette procédure. C'est la procédure la plus délicate pour l'entreprise parce que, bien entendu, si derrière, vous avez une amende sévère, un redressement sévère au niveau des prud'hommes, vous pouvez mettre toute votre entreprise en quasiment liquidation, si effectivement ça vous coûte un bras ou deux bras, comme on dit vulgairement, alors que l'objectif c'était effectivement d'ajuster vos effectifs, donc de conserver un niveau d'intervention suffisant avec les gens qui restaient pour traiter, je dirais, votre business et vos chantiers. Là, vous risquez, avec cette procédure, de vous retrouver dans une situation où effectivement vous grevez votre entreprise, son financement et tout, et ça serait l'inverse du but recherché, d'aller, je dirais, réduire même très peu, je dirais, vos effectifs. Donc, il faut faire très attention, je me répète. Donc, bordez-vous avec la directe, bordez-vous avec un avocat spécialiste de ces problèmes-là et respectez impérativement la procédure. Nous, en termes de conseillers GPA, je vous conseille de ne pas vous impliquer dans cette activité qui touche bien entendu le cœur de l'entreprise, et puis il peut y avoir des éléments très affectifs du chef d'entreprise avec ses salariés. Il faut faire des choix de salariés. C'est des choses sur lesquelles nous n'avons pas, je dirais, à intervenir. Il faut laisser faire des gens professionnels. Donc voilà, je dirais, sur la partie effective. Donc on va retourner à la formation. Alors, après, on va traiter le plan de refinancement. Alors, le plan de refinancement, c'est quelque chose qui peut être, je dirais, salvateur pour l'entreprise. C'est-à-dire que vous arrivez à un moment donné, vous ne savez plus, je dirais, si la dimension financière de votre entreprise est suffisante pour continuer à faire votre business. Ou si la dérive par rapport, je dirais, à votre plan prévisionnel fait qu'il va peut-être falloir repenser complètement votre modèle de business. Ça, c'est l'analyse financière qui va vous le déterminer. Alors, il y a un outil qui est un guide d'une analyse financière. Vous pouvez le télécharger. Il va vous aider, je dirais, dans beaucoup je dirais, de domaines de la finance. Alors, il va vous expliquer ce que c'est un plan de trésorerie, principe de construction. Il y a des outils que vous trouverez sur le site qui sont des exemples de plans de trésorerie, les encaissements, les décaissements, la méthode de construction, et puis, bien entendu, optimiser votre trésorerie, scruter votre bilan. Tous les termes techniques que vous aurez, je dirais, le loisir d'aller consulter sont explicités dans ce document qui est extrêmement bien fait. Donc, si vous arrivez, je dirais, à une conclusion qu'effectivement le seuil de rentabilité de votre entreprise n'est absolument pas atteint, que vous avez votre point mort qui est effectivement bien trop éloigné de vos résultats, donc ce sont des éléments qui vont vous permettre, à partir de là,
de déterminer quelles vont être les actions potentielles au niveau de votre activité financière et surtout de votre activité de votre action de refinancement potentiel de votre entreprise. Donc, une fois qu'on aura fait, je dirais, ce travail-là, ok, on va partir. Donc, on va mettre en œuvre un plan de refinancement. Un plan de refinancement, c'est quelque chose qui va concerner principalement, je dirais, le dirigeant. Ce n'est pas quelque chose sur lequel le conseiller du GPA aura une emprise. Parce que, bon, d'abord, ça touche à des données, je dirais, très sensibles, hein, qui sont la possibilité de s'autofinancer, les fonds propres, la possibilité de trouver un certain nombre de financeurs. Alors, ce que vous pouvez par contre faire en termes de, enfin, dans votre rôle de conseiller GPA, c'est de donner toutes les pistes possibles pour aller effectivement trouver du financement et de les conseiller à votre dirigeant. Ce n'est pas à vous d'aller faire les démarches. Je ne vous conseille pas, je dirais, d'aller même avec lui, je dirais, faire une démarche de refinancement. Si vous le demande, évaluez-le, mais c'est quelque chose qu'il faut faire, je dirais, de manière très réfléchie. Donc, l'exécution, à mon avis, bon, ça me regarde, je dirais, ça ne concerne que moi et mon avis personnel. Vous pouvez avoir un avis différent, mais je pense que c'est de la responsabilité entière du dirigeant avec sa banque ou avec l'organisme financeur. Ne vous mettez, je dirais, au milieu que si effectivement on vous le demande. Alors, il y a des autres moyens techniques. C'est que quelquefois, je dirais, on s'aperçoit que la déclaration qui a été faite au niveau de votre entreprise en termes de code APE ne vous permet pas de faire telle ou telle extension commerciale. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, qui peut être modifié. Donc vous avez la possibilité de changer le code de l'APE. Là, on a vu des cas où effectivement des personnes faisaient un business, n'avaient pas droit au fonds de solidarité parce que leur code de APE était exclu, mais ils s'apercevaient qu'effectivement, ils avaient fait ce business et simplement, c'est leur déclaration de code APE quand ils ont créé l'entreprise qui n'était pas à jour. Donc, il y a une méthode, bien entendu, pour aller changer le code APE et aller le mettre à jour. Donc, vous voyez, c'est très facile. Vous pouvez le faire, je dirais, sur l'INSEE et vous avez le mode opératoire pour aller effectivement changer votre code APE. Donc, ça se fait au niveau des centres de formalité des entreprises, CFE, et n'hésitez pas à le faire si effectivement ce code APE ne correspond pas à votre activité ou si vous voulez rajouter une activité, bien entendu, à votre entité, je dirais, commerciale ou artisanale actuelle. Voilà, en gros, n'hésitez pas. Alors, on va retourner vers la formation. Et on va passer maintenant à la liquidation. Alors, on a vu tout à l'heure le plan de redressement. Là, on va passer un cran au-dessus, c'est la liquidation. C'est-à-dire que quelquefois, hélas, on va être obligé de liquider. Alors, soit parce que vous allez avoir le dirigeant qui effectivement est au bout du rouleau et vous demande de l'aider à liquider, il n'y arrive plus. Alors, soit, bien entendu, l'entreprise est en cessation de paiement depuis déjà quelque temps. Les actifs de l'entreprise ne permettent pas d'assurer, je dirais, les factures, les dettes de l'entreprise. Et là, il faut prendre une décision drastique qui est la liquidation judiciaire. Alors, cette liquidation judiciaire, même chose, il faut la préparer. Et au niveau du conseiller GPA, le conseil va être principalement d'aider à remplir ces documents-là, avec, si possible, bien entendu, le comptable, parce qu'il va falloir, bien entendu, joindre des chiffres d'affaires des 2 dernières années dans le dossier qu'on dépose au greffe. Donc, il va falloir regarder tout ce qu'on doit à droite et à gauche. Il faut savoir que les cotisations qu'on doit, cotisations sociales au SSI, sont des dettes personnelles, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas mises au titre de la liquidation. Il faudra, hélas, assumer le remboursement de ces dettes ou une partie de ces dettes
même quand la liquidation a été prononcée. Alors, pour aller, bien entendu, aider votre dirigeant, vous allez pouvoir aller trouver, je dirais, le document qu'il va falloir charger. C'est exactement le même document que celui qu'on voyait tout à l'heure pour le redressement judiciaire. Il va être simplement précisé que vous voulez une liquidation plutôt qu'un redressement. C'est tout, c'est la seule différence, je dirais, en termes de contenu de document. Une fois que vous avez ce document prêt, les pièces jointes sont décrites dans le document. Vous allez déposer au greffe du tribunal et ce greffe du tribunal va vous convoquer dans les 3 ou 4 jours ou la semaine suivante, je dirais, après le dépôt de votre dossier de demande de liquidation. En termes de conseiller, la liquidation, conseiller GPA, la liquidation est quand même un traumatisme. Donc, n'hésitez pas à effectivement être lanceur d'alerte d'APESA si vous pensez que le dirigeant est en train de souffrir fortement et en lui suggérant, bien entendu, cette aide d'accompagnement psychologique qu'il acceptera ou pas. S'il l'accepte, n'hésitez pas à lancer, même pour rien, je dirais, une alerte auprès d'APESA. Les gens sont compétents, je dirais, ce sont des psys professionnels et on peut bien entendu, je dirais, avoir toute confiance dans ces personnes pour aller éviter éventuellement des problèmes. Alors, quand la liquidation va être prononcée, on va s'arrêter au niveau du GPA parce qu'effectivement, même chose, on va avoir un mandataire judiciaire qui va aller, je dirais, prendre en charge l'exécution de cette liquidation. N'oubliez pas que quelquefois, le dirigeant n'aura plus aucune ressource. N'hésitez pas à lui donner l'accès au RSA, c'est-à-dire au fichier de déclaration dans la cave du RSA, parce que ça peut être du jour au lendemain que la seule ressource dont il va bénéficier. Alors, la perte du patrimoine, c'est quelque chose qu'il faut évaluer quand on va préparer la liquidation. Alors, il y avait une possibilité d'insaisissabilité devant notaire. Le problème, c'est que si ça n'a pas été fait, c'est trop tard. Alors, on peut toujours, je dirais, le faire quand on n'est pas en liquidation. On a un moratoire de 6 mois. Mais là, si ça n'a pas été fait, c'est trop tard. Alors, sauf que depuis 2015, une loi Macron a permis l'insaisissabilité de l'habitat principal. Alors, cette chose est très bonne, je dirais, mais par contre, la loi ne s'applique qu'aux entreprises qui ont été créées après cette date. Donc, si l'entreprise a été créée avant août 2015, s'il n'y a pas eu d'insaisissabilité chez le notaire, la transaction doit toujours coûter 450 €, je crois, quelque chose comme ça, c'est trop tard. Et là, vous risquez effectivement, si vous êtes caution sur un prêt ou quelque chose comme ça, de mettre votre habitation principale en difficulté pour ce truc-là. Alors, un petit descriptif après du dispositif APESA, c'est simplement pour vous dire comment ça marche. Et effectivement, n'hésitez pas à faire appel à APESA si vous sentez qu'il y a un problème. Il y a une association APESA dans le 06, donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Il y a des lanceurs d'alerte au niveau du GPA, on est 3 ou 4 lanceurs d'alerte, il suffit simplement de nous appeler et on fera le lancement d'alerte à votre place si vous n'êtes pas lanceur d'alerte. Parce qu'il y a une procédure un petit peu à suivre au niveau d'APESA. Donc voilà, en gros, sur la partie liquidation. On traitera bien entendu un petit peu plus tard de la procédure complète de la liquidation. Là, c'est simplement, on rentre dans l'accompagnement, je dirais, de cette liquidation et avec la constitution du dossier. Alors, dernier point important, c'est préparer le rebond du dirigeant, c'est-à-dire qu'on est en liquidation. Le dirigeant va se trouver, je dirais, seul, plus d'entreprise, plus de travail. Il va falloir le faire rebondir le plus vite possible. Et là, même chose, on a un partenariat avec une association qui s'appelle 60 000 rebonds et on va bien entendu avoir la possibilité de confier
ce dirigeant, s'il le souhaite, à cette association qui va le prendre en charge avec des coachs et qui va le faire rebondir le plus vite possible, parce que c'est surtout ça qui compte, c'est ne pas perdre de temps, je dirais, dans le rebond. Alors, il y a une assurance, quelquefois, perte d'emploi. Il y a très peu de dirigeants qui ont cette assurance parce qu'elle est assez coûteuse. Sauf qu'effectivement, si elle existe, eh bien, c'est quand même quelque chose qui permet d'avoir un revenu complémentaire parce que cette assurance doit servir à ce moment-là. Il y a un exemple ici que je vous donne, mais ce n'est pas, je dirais, important de vous montrer à ce niveau-là. Alors, le RSA, on en a parlé tout à l'heure. Le RSA, il ne faut pas hésiter, je dirais, à demander à votre dirigeant d'aller sur le site de la CAF et de remplir la demande de RSA. Il y a droit dès sa liquidation prononcée. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, je dirais, il y a environ 4-5 ans, qui est l'allocation des travailleurs indépendants, ATI. Avant, il n'y avait absolument aucune allocation chômage qui était destinée aux entrepreneurs en liquidation. Alors là, actuellement, il y a quelque chose qui s'appelle l'ATI. Elle est très peu demandée parce que les gens ne le connaissent pas, mais elle fournit une alternative au RSA, c'est-à-dire qu'elle remplace le RSA. Alors, elle vaut le coup, je dirais, entre guillemets, parce qu'elle est supérieure au RSA qui est de l'ordre de 500 et quelques euros, alors que là, le montant est de 800 euros. Par contre, elle n'est versée que pendant 6 mois, cette allocation. Donc, n'hésitez pas ici au mode d'emploi. Il est disponible dans ce document. N'hésitez pas à effectivement donner l'information au dirigeant pour qu'il aille, à partir, je dirais, de son inscription à Pôle emploi, demander de bénéficier de cette allocation ATI. Okay. Alors, après, on a également la possibilité, quelquefois, de quand le dirigeant ne peut même plus, je dirais, régler ses problèmes parce que, bon, quelquefois, on trouve des situations financières qui datent déjà depuis longtemps, mais quelquefois, le dirigeant ne pourra même pas assumer le minimum, je dirais, des charges à payer quand il y en a quelques-unes derrière la liquidation, entre autres les cotisations sociales. Donc, il ne faudra pas, je dirais, hésiter à aller demander à la Banque de France un dossier de surendettement si, bien entendu, il n'est pas capable, au bout de quelques temps, de régler ce qu'il doit régler derrière et qui sont dus derrière cette liquidation. Donc, vous avez ici un document de surendettement à télécharger. Bon, ce n'est pas quelque chose, je dirais, qu'on rencontre souvent. C'est quelquefois quelqu'un qui vous aurait liquidé et qui vient 6 mois ou 1 an après vous dire « Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai un dossier de surendettement à monter. » Voilà. Alors, l'autre dernière, je dirais, possibilité, c'est quand il y a eu un accident de la vie, c'est-à-dire que la liquidation n'est pas, je dirais, naturelle, entre guillemets, c'est-à-dire que la personne a par exemple eu un accident qui l'a complètement arrêté pendant 1 an ou un truc comme ça, et son entreprise n'a pas pu survivre à cause de ça. Il y a la possibilité d'aller se relancer sur une association qui s'appelle Bolloré Deuxième Chance, et cette deuxième chance, je dirais, permet pour des gens qui ont, je dirais, eu un accident de la vie, d'aller financer quelque chose qui permet de rebondir. C'est-à-dire que si le dirigeant va, par exemple, vouloir remonter une entreprise, il a besoin pour ça d'acheter du matériel, ne serait-ce que pour racheter un camion, même d'occasion, un truc comme ça, eh bien, il y a la deuxième chance Bolloré, avec des critères très précis et une durée quand même minimum qui est de 3 mois, donc ce n'est pas quelque chose que vous allez obtenir rapidement dans les 8 jours, mais sachez qu'il est possible d'aller effectivement demander cette deuxième chance Bolloré. Les critères sont ici, ils sont décrits, vous les trouverez très facilement, je dirais, et la possibilité, bien entendu, d'aller lancer cette demande chez Bolloré avec votre dossier. Donc voilà, en gros, ce que je voulais, je dirais, vous dire sur la partie, accompagnement. On en a terminé. On passera, bien entendu, le prochain coup à l'étape 2 et on ira voir les procédures en détail
et les acteurs en détail. Je vous remercie de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine formation sur les procédures étape 2.